Aujourd'hui, quatrième leçon de notre MOOC sur le design thinking, nous avions entrevu lors des leçons précédentes la nécessité de revoir en fait la structuration en silo métier dans les entreprises pour mener à bien un projet de design thinking. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Fabien Miéville va nous parler en fait de l'innovation selon Bill Buxton. Merci Jean-Patrick. Nous allons traiter dans cette leçon de la nécessité de travailler sur les silos au sein du monde de l'entreprise. Lorsque dans une revue, Harvard Business Review en 2011, une étude a posé la question sur le facteur limitatif premier de l'innovation au sein des entreprises, la réponse a été unanime, les silos. Certains ont même été jusqu'à évoquer la notion de forteresse. Cette mouvance se poursuit depuis les années 2000 où effectivement, déjà Saul Kaplan dans Business Innovation Factory, dans le Business Week de 2010, nous donnait sa recette secrète du modèle de l'innovation, qui est selon lui la capacité à explorer de nouvelles voies pour délivrer de nouveaux services, de nouvelles valeurs, par la combinaison et la recombinaison au sein de l'entreprise et en dehors des capacités à travers les silos. Alors, le modèle traditionnel de processus création, innovation, développement suit 4 phases relativement étanches entre elles. Comme représenté sur la figure, nous avons des phases de R&D, Design, Engineering et Vente. Pour simplifier ce processus, on dira que la R&D reçoit un ordre de mission de la direction générale. Le rôle du design est de traduire ce travail de R&D en concept acceptable par les futurs utilisateurs. Le rôle de l'ingénierie est de transformer ces concepts acceptables en produits fabricables et fabriqués. Le marketing en assure ensuite la commercialisation. Alors on comprend rapidement qu'une telle organisation ne facilite pas un mode projet réellement collaboratif et peut, au-delà d'empêcher l'innovation, favoriser des baronnies de services et générer des conflits et de l'incompréhension. Dans des situations complexes et incertaines, correspondant au contexte d'innovation actuel, Bill Buxton met cependant en évidence la nécessité de mixer au plus tôt les 3 métiers du design, de l'ingénierie et du marketing, afin de rendre ce processus plus efficace et plus performant. L'idée est de briser l'approche en silo traditionnelle et de mixer au plus tôt les différentes compétences et cœurs de métier, comme peut l'illustrer la figure que l'on peut retrouver du modèle modifié inspiré de Bill Buxton. Afin de parvenir à l'approche préconisée, il faut décloisonner les approches et les processus traditionnellement structurés en silo. Alors, bien évidemment, si une telle approche brise l'effet silo, elle met en danger un certain nombre de hiérarchies et peut être un frein dans le développement des projets au sein de l'entreprise. Mais c'est ainsi, et c'est à ce prix, qu'une véritable pluridisciplinarité peut être mise en place dans une vraie pratique de projet innovant. Alors, il peut être intéressant, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, de savoir que Bill Buxton est un profil un peu atypique. S'il est effectivement actuellement Principal Researcher à Microsoft Research, il a fait de multiples métiers avant d'occuper cette fonction, dont celui, entre autres, de musicien en début de carrière. Il est sans doute plus facile pour lui de ne pas s'accrocher à un pouvoir qu'on peut facilement identifier comme celui similaire à une major. Alors bien évidemment, par nature, vous l'aurez compris, le design thinking permet le décloisonnement des silos, comme le situe fort bien le triptyque de Tim Brown. On est en pleine phase et correspondance avec l'approche préconisée par Bill Buxton. L'avantage que nous procure l'approche de Bill Buxton, c'est qu'on peut introduire ainsi un séquencement dans le projet que nous avons mixé avec l'approche de Tim Brown pour aboutir à une mise en pratique opérationnelle du design thinking en tant que méthode du management de projet. Alors, quel avantage y a-t-il à passer d'un travail par équipe initialement regroupé en domaine fonctionnel à un travail par équipe dite projet? Alors, les avantages sont multiples. Il y a d'abord une fluidification du dialogue entre les différentes fonctions, un apport à chacun de la vision globale du projet, donc à terme une meilleure compréhension du projet, une meilleure synergie de l'équipe et donc in fine un produit ou service plus performant. Puis ça permet également à chacun de pouvoir émettre des recommandations sur l'ensemble des phases du projet. En phase amont, pour anticiper notre intervention et préparer le terrain et la pertinence de l'action à venir. Pendant l'action de chaque spécialiste, s'enrichir de la participation à des points de vue des autres
partenaires. Et puis une fois que notre phase à nous est passée, après, pour assurer à la fois le suivi et la cohérence des actions faites. Cet ensemble de méthodes et actions porte souvent le terme de méthode agile. Ce n'est cependant qu'un mode de travail projet, favorisant l'interdisciplinarité au-delà de ce qu'on peut qualifier de simple multidisciplinarité. Alors, nous avons déjà commencé et nous allons continuer à recourir à ces termes de pluridisciplinarité, multidisciplinarité, transdisciplinarité. Alors, autant, je pense, les définir de manière claire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la complexité des systèmes conçus par l'être humain est à son apogée. On va de la technologie à la biologie, en mêlant le numérique, on intègre les aspects économiques, on intègre les enjeux sociétaux, le tout dans une approche mondialisée. De plus, ces systèmes que les êtres humains créent ont leur propre dynamique et se doivent d'être adaptatifs. Si les pratiques dites multidisciplinaires commencent à devenir une pratique établie, le recouvrement entre ces différents espaces de conception nécessite une réelle transdisciplinarité pour être effectif et pour être capable de répondre aux enjeux de conception de ces fameux complexes que j'énonçais juste avant. Alors, les définitions sont multiples parmi ces termes de multidisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité. Nous, dans le cadre de ce MOOC, nous allons nous référer aux travaux d'Ertas en 2010, qui eux-mêmes s'appuient sur les travaux de Julie Klein en 2004. Alors, les approches multidisciplinaires, ou parfois qualifiées de pluridisciplinaires, juxtaposent des perspectives métiers disciplinaires, augmentant ainsi la profondeur du résultat, ainsi que la connaissance du sujet et les méthodes associées. Cependant, si effectivement plusieurs personnes parlent depuis leur cœur de discipline, il faut savoir que dans de telles approches, chacun parle depuis son domaine, d'une voix séparée, sur un mode qu'on pourrait qualifier d'encyclopédique. Le statu quo n'est pas interrogé et chaque domaine garde son identité d'origine. L'interdisciplinarité va un peu plus loin puisqu'une approche interdisciplinaire intègre des données, méthodes, outils et concepts provenant de disciplines et métiers séparés afin de créer une vue holistique et commune d'un problème ou question complexe. On gagne par rapport à une approche multidisciplinaire une sorte de vision globale, cependant restreinte à une question bien ciblée. Alors dans les approches interdisciplinaires, souvent les approches pragmatiques prennent le pas sur des réflexions plus globales et théoriques. On combine des méthodes et stratégies de manière à tester une hypothèse, répondre à une question, développer une théorie. Alors, il faut noter que, à la fois dans la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité, si effectivement on a une tentative de mixité des frontières entre les différents domaines et silos, le but final reste malgré tout dans le cadre de chaque silo. Il faut vraiment pratiquer une approche transdisciplinaire pour aller au-delà de ces silos. Alors, l'approche transdisciplinaire, c'est un environnement avant tout. Il transcende le champ étroit des vues disciplinaires au travers d'une synthèse globale. Il existe un certain nombre de définitions plus ou moins complexes. On peut considérer que la transdisciplinarité concerne à la fois ce qui est entre les disciplines, ce qui est au travers des disciplines et ce qui est au-delà de toutes les disciplines. Plus récemment, ce terme a pris une nouvelle connotation dans une idée d'unité alimentée par une vue globale de la complexité des sciences, un nouveau mode de production de la connaissance qui tire son expertise et sa compétence d'une grande variété d'organisations et de partenariats. L'idée, c'est que le transdisciplinaire, c'est le travail de l'interdisciplinaire où on va rajouter la notion de la création d'un corpus global de connaissances. Ce qui est recherché au travers du transdisciplinaire, c'est au-delà de l'interdisciplinaire, certes résoudre un problème, mais surtout commencer à créer un corpus de connaissances transdisciplinaires. Alors, ce n'est pas parce qu'on a parlé de décloisonnement dans le management de projet que ça veut dire qu'il n'y a pas de porteur de projet ou de leader de phase. Interdisciplinarité ne veut pas dire absence de lead. Si je me réfère au schéma que l'on avait avant sur Bill Buxton et les phases de design, ingénierie et management, travailler en interdisciplinarité ne veut pas dire qu'il y a un pilote de phase. Il y a effectivement un pilote de phase qui est le métier qui naturellement a le plus d'enjeux dans le domaine, mais il doit s'encadrer effectivement des compétences tierces. Ainsi, dans la phase de design, c'est le designer qui va
piloter, accompagné de l'ingénieur du marketing des sciences humaines et sociales. En phase 1 d'ingénierie, à ce moment-là, c'est l'ingénieur qui va piloter en s'encadrant des autres domaines. Et en phase 3, c'est le marketing qui va piloter. Interdisciplinarité et transdisciplinarité ne veut pas dire absence de leadership. Il veut juste dire qu'il faut aller vers l'échange. On peut noter qu'au travers de l'ensemble de ces phases, un fil rouge est traditionnellement assuré à la fois par le design et les sciences humaines et sociales. Et c'est comme ça que l'on aboutit à ce que l'on développera beaucoup plus dans la prochaine leçon sur le design thinking en management de projet, qui est un mélange de l'approche de Bill Buxton et l'approche de Tim Brown, où effectivement les sciences humaines et sociales acquièrent une valeur, une dimension supplémentaire. Alors, ce que nous avons vu aujourd'hui, en bref, on a vu que les travaux de Bill Buxton ont pu nous aider dans notre volonté de rendre plus opérationnelle la démarche de design thinking, du moins telle que celle présentée dans le fameux livre de Tim Brown. Nous avons également vu l'importance du décloisonnement des métiers dans la pratique du projet afin de faire faciliter l'émergence de l'innovation, mais aussi améliorer le fonctionnement des équipes dans le projet. Et donc effectivement, nous avons vu tout l'avantage de travailler en mode projet plutôt qu'en mode équipe fonctionnelle. Nous avons également montré pourquoi le design associé aux sciences humaines et sociales pouvait être le fil conducteur garant et la cohérence de développement du projet. Nous avons enfin développé et posé les définitions de termes tels que multidisciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment nous avons intégré ces différents constats pour la construction de notre modèle d'organisation du projet par le design thinking.